pour venir au cerveau, on va voir que les enfants et les adultes, parce que la plupart des travaux de recherche sur le cerveau et la dyslexie se sont faits d'abord chez l'adulte, puis depuis une bonne vingtaine d'années, se sont répandus beaucoup chez l'enfant. Et ça permet de voir que là où, par exemple, le lecteur expert, celui qui n'a pas de difficulté, adulte, ou même l'enfant qui a déjà environ 10 ans, qui commence à déjà bien à l'aise avec la lecture, eh bien, une des premières étapes par lequel dans le déroulement de l'activité de son cerveau face à un mot écrit, en fait, quand on voit un mot, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, un mot, c'est un signal visuel. Donc le cerveau, il va faire du traitement visuel. Mais l'apprentissage de la lecture, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à quelqu'un qui ne lit pas ? C'est que ce signal visuel, il va dire « Attention, ce n'est pas des traits, ce n'est pas juste des barres. Ces barres-là, ce sont des lettres. » Et ces lettres-là, ensemble, elles font potentiellement des mots. Donc c'est en ça que l'apprentissage fait que notre cerveau se respécialise. Il était spécialiste déjà pour traiter des informations visuelles, mais il faut qu'il associe ces informations-là à ses connaissances langagières. Donc il y a vraiment l'idée que le cerveau se remanie avec l'apprentissage pour associer des signaux visuels avec des unités langagières qu'il a appris à apprendre. Il apprend des mots jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Il a tout un grand vocabulaire, mais il faut qu'il associe maintenant ce vocabulaire à des signaux visuels que sont les lettres et les ensembles de lettres. On sait que l'enfant dyslexique, il a des difficultés à spécialiser, enfin en tout cas le cerveau a du mal à se spécialiser pour ce traitement particulier des lettres. Et on le voit bien parce que ces régions-là, qui sont plutôt par ici, pour faire un peu grossier, un petit peu entre l'autre système visuel et le système plutôt langagier, cette région en particulier que certains appellent un peu la boîte aux lettres, on va dire des mots, eh bien, elle n'est pas aussi activée quand un dyslexique voit des mots que quelqu'un qui n'aurait pas de difficulté. Donc ça, c'est un exemple particulier de dysfonctionnement, ou en tout cas de fonctionnement cérébral un petit peu atypique chez le dyslexique. Et on retrouve un petit peu ces mêmes particularités dans le cerveau quand on demande à un adulte ou un enfant dyslexique de manipuler les syllabes d'un mot. Et là aussi, on voit c'est d'autres régions du cerveau qui sont impliquées là-dedans, qui sont un peu plus antérieures par rapport à cette boîte aux lettres. Et on voit que là aussi, il y a un petit dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'un groupe d'enfants dyslexiques ou un groupe d'adultes dyslexiques active un peu moins ces régions-là. Par contre, ils peuvent aussi activer plus d'autres régions. Donc en fait, il y a quelque chose, un fonctionnement un peu atypique. La dyslexie est très souvent associée à d'autres types de difficultés. Et je pense en particulier à ce qu'on appelle communément la dyspraxie, donc trouble, on va dire, d'acquisition de la coordination, coordination bimanuelle, coordination motrice, coordonner l'œil et la main, donc savoir rattraper une balle, ce genre de choses. Et on sait qu'il y a souvent ces troubles associés. Donc là aussi, on se dit, mais pourquoi ces enfants sont plus susceptibles que les enfants typiques d'avoir ces associations de troubles. Donc la question que vous posez est tout à fait légitime. On s'interroge dans le milieu de la recherche sur les processus qui seraient communs et qui pourraient expliquer pourquoi ces deux troubles arrivent en même temps. Est-ce que c'est le hasard qui fait qu'un enfant il est à la fois dyslexique et à la fois dyspraxique, ou est-ce que vraiment il y a des processus communs ? Et dans les travaux qu'on mène ici, à Toulouse, et avec des collègues à Aix, à Marseille, donc un gros projet sur lequel on travaille à plusieurs, on se pose ces questions-là et on s'est demandé si, par exemple, dans les difficultés communes, on n'est pas les seuls à se poser la question, d'autres chercheurs l'ont fait avant, mais on a essayé de comprendre si, est-ce que ces enfants-là n'ont pas une difficulté à, on va dire, automatiser. Et ça veut dire quoi, automatiser ? Ça veut dire que quand je suis confrontée régulièrement à une même information, progressivement, je vais devenir de plus en plus expert pour la traiter. L'automatisation, c'est ça. C'est être capable d'avoir moins besoin d'énergie, moins besoin d'efforts cognitifs pour décoder un mot, pour le lire facilement, pour produire un geste qui paraît simple comme ça, mais qui est complexe, comme faire ses lacets. Et donc ça pourrait être une piste de possibilités comme difficultés communes. Est-ce que cet apprentissage automatique, cette automatisation de l'information, elle pose difficulté dans les deux cas, et est-ce que ça pourrait être l'origine ? Donc, on n'a pas de réponse encore claire à cette question-là, mais on peut voir qu'il y a effectivement quand même des fonctionnements communs en fonction, chez ces enfants-là qui présentent les deux troubles. Les questions de recherche qu'on se pose, même des questions parfois très fondamentales, elles sont toujours inspirées par les observations de terrain que font les orthophonistes et les médecins avec qui on travaille. Et pour revenir vraiment à ce rôle de l'orthophoniste, c'est la personne qui est en mesure de revenir avec l'enfant sur
toutes ces bases-là dont il a besoin, que ce soit les premières étapes de l'apprentissage de la lecture, mais même avant ça, quand je vous disais que l'enfant il a des difficultés au niveau du découpage des mots en syllabes, c'est pas tellement au programme de la classe de CE1 par exemple, pour un enseignant dans une classe, que de faire ce travail-là. Ça se fait en maternelle par exemple. Donc l'orthophoniste, elle va prendre le temps parce qu'elle maîtrise, elle a cette bonne connaissance de tous ces processus nécessaires pour l'apprentissage de la lecture, qui va revenir sur toutes ces bases, travailler avec l'enfant régulièrement. Et idéalement, ce serait bien que l'enfant puisse avoir un suivi très régulier, même si le système ne le permet pas forcément en France actuellement. Mais en tout cas, de pouvoir travailler et cultiver tous ces prérequis pour rentrer dans la lecture et de revenir sur toutes les stratégies de décodage, tout ce que ma collègue discutait tout à l'heure, être capable d'identifier rapidement un mot quand un enfant commence à avoir bien progressé. Et le rôle de l'orthophoniste, c'est typiquement de permettre à l'enfant de compenser sa difficulté. On l'a dit, un dyslexique un jour, dyslexique toujours. Compenser, c'est parvenir à adopter des stratégies qui vont permettre que c'est moins coûteux, que c'est moins difficile, ça prendra toujours un petit peu de temps en plus que les autres. C'est pour ça que même à l'université, on accueille des étudiants qui sont dyslexiques, qui ont beaucoup travaillé, très méritants, et qui viennent là, mais qui ont besoin d'un tiers-temps aux examens. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ce temps supplémentaire. Mais l'orthophonie, son boulot, justement, c'est de permettre, de faire en sorte que cette compensation puisse avoir lieu pour que l'interférence de ces difficultés dans la vie quotidienne soit moins problématique, de moins en moins problématique. Donc voilà comment on peut concevoir, je pense, à mon avis, je ne suis pas orthophoniste, je suis juste chercheur, mais l'orthophonie, c'est ça, c'est amener l'enfant et l'adulte vers une forme d'autonomisation, de compensation dans ses activités de lecture et évidemment d'écriture.